Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. 3 morts, 1 disparu et 2 personnes dans un état grave. C'est le bilan très lourd d'une baignade qui a tourné au drame cet après-midi sur la plage de Trouville dans le Calvados. Nous reviendrons également sur cet accident qui a coûté la vie à une spectatrice sur la route du Tour de France. Elle a été heurtée par une moto de la garde républicaine. Beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui, journée classée rouge, 500 km de bouchons à la mi-journée. La question qu'on saute ce samedi justement, êtes-vous bien assuré pour vos vacances, vos locations, frais médicaux ou encore perte de bagages? Quelques conseils à suivre. Le grand format est le rêve d'Alexandre, jeune diabétique de 18 ans qui voulait gravir le Mont Blanc. Nous étions à ses côtés. Reportage à ne pas manquer. Mais où étiez-vous le 21 juillet 1969, le jour où l'homme a marché sur la Lune? Témoignage de plusieurs personnalités ce soir qui ont vécu l'événement. Ce jour-là, 650 millions de téléspectateurs retenaient leur souffle. Enfin cinéma avec notre invitée Mathilde Seigné. Elle est à l'affiche de Une semaine sur deux, son dernier film qui sort mercredi. On parlera mariage, divorce et au final qui trinque et bien souvent les enfants. Un film donc et beaucoup de questions à la clé. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par ce drame cet après-midi lors d'une baignade collective d'un groupe de promeneurs à Trouville dans le Calvados. 3 personnes ont perdu la vie, 3 femmes qui se sont noyées. Un jeune homme de 15 ans est quant à lui porté disparu. Les circonstances de ce drame restent toujours assez troubles ce soir. Arnaud Boutet. Devant le centre nautique, loin des plages surveillées, les vedettes des secouristes recherchent le dernier disparu, un adolescent de 15 ans qui faisait partie du groupe des baigneurs vacanciers. On dénombre déjà 3 morts, 3 femmes, auxquelles s'ajoutent 2 blessés. Tous avaient décidé de se baigner vers 16h30, malgré les mauvaises conditions météo. J'étais quand même assez éloigné du bord de la plage, à environ 150 mètres. Mais comme il était basse mer, à 100 ou 150 mètres, il est fort possible, certainement qu'il devait encore avoir pied. Puis la marée montant, parce que a paniqué, enfin bon... Ouais. Ils n'ont pas pu revenir. Voilà, le résultat est là. Savait-il nager? Le groupe comptait 54 personnes, tous haïtiens ou d'origine haïtienne, venus en bus de la région parisienne. Ils appartenaient à une église évangélique. Beaucoup sont actuellement soignés au centre des congrès. Dans le Var maintenant, des recherches ont été lancées pour retrouver une vedette disparue depuis hier avec 4 personnes à son bord. 3 hommes et une femme qui étaient allés faire du ski nautique près de la plage de Pamplonne à Ramatuelle dans le golfe de Saint-Tropez. Actualité sombre ce soir avec cet accident qui a endeuillé la route du Tour de France. Cet après-midi, une spectatrice de 61 ans a été heurtée par une moto alors qu'elle traversait la route à hauteur de Wildesheim. Elle est décédée quelques temps plus tard à l'hôpital de Besançon. 2 autres personnes ont également été blessées. Julien Benedetto et Mathieu Nivengloski. Le drame vient de se produire. Des spectateurs tentent d'alerter le peloton qui arrive à vive allure sur les lieux de l'accident à Wittelsheim. Un motard de la garde républicaine vient de percuter une femme de 61 ans qui traversait la route. Malgré l'intervention des secours, la victime succombe à ses blessures. L'accident fait 2 autres blessés actuellement à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. Pour la direction du Tour, la responsabilité du motard n'est pas engagée. C'est un corps d'élite, ce sont des gens qui sont là pour protéger précisément. Et la dame est sortie vraiment soudainement et imprudemment juste devant lui. Quelques minutes après le drame, notre caméra est le témoin de l'inconscience de certains spectateurs qui ne respectent pas la principale consigne de sécurité. Tu veux traverser, je peux? C'est pas un peu dangereux justement? Interdiction de traverser pendant le passage du Tour. Je renouvelle les conseils de prudence et d'attention, surtout pour les parents vis-à-vis des enfants, et puis des personnes un peu plus âgées. La chaussée est l'espace d'évolution des coureurs, il ne faut pas la traverser imprudemment et il faut vraiment rester sur les trottoirs ou sur les accotements en sécurité. En dehors des premiers et derniers kilomètres de l'étape, il n'y a pas de barrière sur la route du Tour qui accueille chaque année 15 millions de spectateurs. Ce soir, le motard de la garde républicaine impliqué dans l'accident est à l'hôpital pour soigner des blessures légères. Il ne devrait pas reprendre la route du Tour. Avec nous depuis Besançon, on retrouve maintenant Julien Benedetto. Bonsoir Julien. Ce type d'accident est rare, mais ce n'est pas une première sur la route du Tour. L'accident mortel d'aujourd'hui, selon le procureur adjoint de la République de Mulhouse, eh bien, la responsabilité du motard de la garde républicaine n'est pas engagée. Toujours selon le procureur adjoint de la République de Mulhouse, eh bien, c'est la
Julien, vous m'entendez ? Voilà, on retrouvera peut-être Julien un petit peu plus tard. À noter que sur le plan sportif, c'est le Russe Sergei Ivanov qui a remporté la 14e étape aujourd'hui. L'Italien Rinaldo Nocentini conserve le maillot jaune. L'Américain George Hincapie prend la 2e place. Demain, la grande bagarre est annoncée dans les Alpes, mais aura-t-elle lieu ? Eh bien, c'est une affaire à suivre, bien sûr, sur France 2. Dans l'actualité de ce samedi également, l'effondrement de la façade d'un immeuble à Elbeuf en Seine-Maritime, grosse frayeur et un bilan presque miraculeux, 1 blessé grave et 3 blessés légers, une famille qui a pu être sauvée des décombres. Je vous le disais en titre, les pompiers du sud-est de la France, mais également en Corse, étaient aujourd'hui en état d'alerte. Près de Bastia, 20 hectares ont été brûlés. La raison de tout cela, le temps sec associé à de fortes rafales de vent. Au Luc, cette fois, dans le Var, ce sont 4 hectares qui sont partis en fumée. Mais l'intervention des sapeurs-pompiers a permis d'éviter que le feu se propage. Pierre Monégier et Nicolas Hauer étaient à leur côté aujourd'hui. Ils ont fait leur grand retour dans le ciel varois. 4 Canadair, 3 hélicoptères bombardiers d'eau pour appuyer au sol une centaine d'hommes et de femmes. Première grosse intervention de la saison pour tous et pour certains, un véritable baptême du feu. Là, on est arrivé premier sur les lieux, donc j'ai eu un peu peur, quoi. On est rentré, il y avait de la fumée partout, on n'arrivait plus à respirer, il faisait chaud. Ça a duré 1 minute, mais je pense que ce sera 1 minute qui restera là, quoi. Pas question de baisser la garde un instant. Ici, sur l'avant du feu, ouais, tu récupères. Ok, d'accord. En apparence, l'incendie semble maîtrisé, mais l'urgence est permanente. La tâche la plus délicate, détecter les nouveaux départs de feu sans gêner les Canadair. Voici ce que redoutent les pompiers. Des cendres, pas tout à fait éteintes. Ça, c'est des slots du feu. Si on les tient pas, avec le vent, ça va reprendre et ça risque de partir. Donc on est obligé de les traiter d'urgence. Le vent qui a soufflé ici jusqu'à 50 km/h et attisé les braises sur un terrain particulièrement sec. Depuis le début juin, nous avons de fortes températures, plus de 30 degrés tous les jours, des températures qui ne chutent pas la nuit. Et aujourd'hui, un Mistral qui est violent, donc ce qui est propice à la propagation d'un sinistre, sachant qu'un feu de forêt, il y a forcément quelqu'un qui est à l'origine, c'est pas le vent. Malveillance, négligence, seuls 4 hectares ont brûlé aujourd'hui. Première victoire pour les pompiers, mais ils le savent, l'été sera long. Chaque année, plus de 7000 hectares de forêt partent en fumée. Il y a eu beaucoup de monde sur les routes. Aujourd'hui, la journée était classée rouge dans le sens des départs. Une journée plus difficile que la semaine dernière pour le week-end du 14 juillet. On a comptabilisé à la mi-journée plus de 500 km de ralentissement. Un trafic dense essentiellement dans la vallée du Rhône. Sur place, Denis Sébastien et Thierry Simonet. C'est la 3e journée de migration estivale et en matière de ralentissement, elle a d'une certaine façon tenu ses promesses. Plus de 120 km de bouchons cumulés dans la vallée du Rhône en direction du sud, des temps de parcours multipliés par 2 au minimum. C'est très très long, c'est insupportable. Je dis à mon mari, c'est la dernière fois qu'on part le samedi, autrement tu pars tout seul. Elle a bien raison parce que c'est pas une bonne idée finalement, oui. Bon, qu'est-ce que je mets maintenant? Un petit accrochage sans gravité et l'on improvise un constat sur le bord de l'autoroute. La circulation se fait en accordéon entre Lyon et Marseille, pare-choc contre pare-choc, au point de surprendre parfois les étourdis. Quand il y a un ralentissement, c'est là qu'on prend... on fait pas très attention. Voilà. On va où, Nounou? Nounou, on va où déjà? On va où déjà? On va à Allègre dans le Gard. Vous savez pas où vous allez en vacances, madame? Non, moi je connais pas. Oui, je fais confiance. On ne sait pas toujours où, mais on sait parfaitement quoi. Le programme des vacances, les automobilistes ont eu tout le temps de le méditer pendant le trajet. Farniente au bord de la piscine, un peu de bricole et puis ça ira bien. Programme. Dépenser de l'argent. Tout ce qu'on a accumulé en bouffant des patates toute l'année. Piscine, plage, manger. En fin d'après-midi, le trafic était toujours dense sur l'autoroute A7. Demain, pas de difficulté à l'horizon. La journée est classée verte par bison futé. Les départs en vacances qui se poursuivent et une question conso ce soir pour toute la famille. Êtes-vous bien assuré? Annulation de voyage, location, frais médicaux, perte de bagages. Quelques conseils avec Caroline Thébault et François Privat. C'est presque devenu une tradition dans les agences de voyage.
Donc je vais vous proposer notre assurance. Si vous ne pouvez pas partir, donc vous annulez votre billet, on vous rembourse dans un délai de 72 heures. Proposer une assurance payante pour les vacances. Au niveau du tarif, tarif très intéressant, elle est à 32 € pour votre destination. Chez ce voyagiste, une toute nouvelle version, plus complète dit-on, pour répondre aux besoins des voyageurs. On a beaucoup de clients qui, suite aux faillites des compagnies aériennes et aux problèmes de la crise, etc., qui veulent vraiment être assurés que le vol va bien partir, qu'ils vont bien voyager. C'est surtout partir l'esprit tranquille, être sûr que le jour J, s'il y a un problème, de toute façon, il y a une assurance. Des assurances qui se multiplient aussi sur Internet. Mais attention aux doublons, certaines sont déjà comprises dans nos cartes bancaires. Avec les cartes internationales, assurance invalidité et décès, remboursement des frais médicaux jusqu'à 11 000 € et des frais d'avocat, maximum 800 €. Enfin, l'assistance rapatriement pour toute la famille. Les personnes couvertes sont le titulaire de la carte, son conjoint et les enfants. Et pour l'assistance, que ces personnes voyagent avec le titulaire ou ne voyagent pas avec le titulaire. Par exemple, si votre enfant part en colonie de vacances, il sera assisté. Si vous avez payé votre voyage avec une carte bancaire haut de gamme, plus chère, vous serez mieux remboursé. Vous aurez aussi des indemnités en cas d'annulation de voyage, jusqu'à 5 000 €. Indemnités aussi pour les retards d'avion ou de train, et jusqu'à 800 € si votre bagage est volé ou perdu. Enfin, rachat de franchise en cas d'accident avec une voiture de location. N'oubliez pas non plus que vous êtes aussi souvent couvert par vos assurances automobiles et habitation. Un conseil à donner, c'est prendre contact avec son assureur et vérifier en sa compagnie que les garanties les plus importantes, vous avez évoqué le médical, l'assistance routière, l'assistance aux personnes, sont effectivement présentes. Et pour passer de meilleures vacances, partez avec les numéros de téléphone pour pouvoir appeler avant d'engager toute dépense. En bref, à l'étranger, sachez que les 2 agents français enlevés dans leur hôtel mardi à Mogadiscio ont été éloignés de la capitale somalienne. Une source supplémentaire d'inquiétude, les milices islamistes qui les détiennent ont fait savoir qu'ils allaient être jugés pour espionnage selon la loi coranique. Direction le Mexique où une organisation criminelle que l'on appelle la Familia sème la terreur dans une province de l'ouest du pays. Depuis 10 jours, ce cartel de la drogue multiplie les actes de violence situés à l'arrestation de l'un de leurs leaders. Et vous allez voir que la violence est bien réelle. Attention, d'ailleurs, certaines images peuvent choquer. Explication Samassoula. Ce sont les corps mutilés de 12 policiers fédéraux mexicains, pieds et poings liés, empilés au bord d'une route. Le massacre porte la signature du cartel La Familia, avec ce message « On va voir si vous venez en arrêter un autre ». Allusion à l'arrestation de cet homme, Arnoldo Rueda, un des cerveaux de La Familia. Jamais un cartel de la drogue n'était allé aussi loin contre la police fédérale au Mexique et le gouvernement a décidé de frapper fort, avec l'envoi d'une véritable armada dans cet état de Michoacán dont est originaire le président Calderón. 5500 policiers et militaires équipés de blindés et d'hélicoptères d'assaut. Habitués à acheter tout le monde, la Familia vient de proposer un pacte de paix au gouvernement. Le gouvernement fédéral ne dialogue pas, ne pactise pas et ne négociera jamais avec une organisation criminelle. Avec Sinaloa et Ciudad Juárez, Michoacán est un de ces territoires que se disputent les cartels. L'enjeu, le contrôle du trafic de la cocaïne vers les États-Unis, un marché de 40 milliards de dollars. Cette guerre se déroule au quotidien sous les yeux des citoyens mexicains. Règlement de compte, vengeance, 2500 morts depuis le début de l'année. Les arrestations à chaque fois médiatisées restent pourtant rares et insuffisantes. La méthode Calderón ne fait pas l'unanimité. Pour se défendre, les organisations criminelles génèrent encore plus de corruption. Elles achètent plus de juges, de policiers, de maires, et c'est l'escalade de la violence. Depuis 3 ans, cette guerre mobilise 36 000 militaires et policiers à travers le Mexique. Notre feuilleton de la Terre à la Lune avec ce soir un coup de projecteur à l'occasion de ce 40e anniversaire sur les souvenirs de plusieurs personnalités. Ils se souviennent, c'était le 21 juillet 1969. Voici le témoignage de Michel Boujna, Roselyne Bachelot, Morane ou encore Irène Frein. Reportage Florence Mavic et Bernie Mériot. 21 juillet 69, l'Amérique fait d'ultimes réglages avant de poser ses moon boots sur la poussière grise. 650 millions de terriens retiennent leur souffle. Parmi eux, l'écrivain Irène Frein. À 19 ans, elle n'est pas encore placée sur l'orbite des meilleures ventes. Cet instant magique, elle le vit dans une ferme du Loir-et-Cher, chez sa voisine. Assister à l'événement était d'une puissance.
d'une puissance. Je me revois dans je crois que c'était une cuisine, vous savez, de campagne, avec les volets fermés pour que la chaleur ne rentre pas, avec cette vieille paysanne âpre et folle de télé. Et pour cette vieille femme, ce qui comptait, c'était que la télé soit capable de faire ça. Elle, finalement, la Lune, elle s'en fichait pas mal. L'astre lunaire, aiguillon de l'imaginaire au cinéma. Michel Boujna a 15 ans, il est à Ramatuelle en famille. Cette nuit-là, le film qui passe sur le poste de télé ne s'appelle pas 3 hommes et un couffin, mais 3 hommes et la Lune. Mais ce qui était le plus émouvant ce jour-là, c'est le souvenir que j'ai que ce jour-là, on était tous dans le monde entier, tous terriens. Et j'ai toujours pensé depuis cette époque-là que le jour où on découvrira une vie extraterrestre, ce jour-là, les problèmes de différence entre nous sur Terre deviendront ridicules, vous verrez. Cette nuit-là, c'est avec Armstrong, Aldrin et la chanteuse Morane que la Lune a rendez-vous. Morane, 9 ans, passe ses vacances sur la côte belge. J'écoutais la radio avec ma grand-mère et à un moment donné, on a annoncé que le premier homme avait mis le pied sur la Lune et on était toutes les deux comme des petites filles. J'avais l'impression tout à coup que ma grand-mère et moi, on avait le même âge. 23 heures. À la Maison-Blanche, le président Nixon félicite les astronautes. En France, il en est une qui rêve au sommet de l'État. Roselyne Bachelot, 23 ans, jeune maman et future ministre. Je comprenais aussi, à travers cet événement de l'homme qui marche sur la Lune, qu'il y a aussi évidemment le signe de ce qu'on a appelé l'hyperpuissance. Ce sont des Américains, ce ne sont pas des hommes qui marchent sur la Lune, ce sont aussi des Américains. Et des Américains qui, de cette façon-là, lancent au monde entier un message qui est clair. On est quelque part au-dessus de vous. Premier pas de l'homme sur la Lune et dernier coup de pédale pour les coureurs du Tour de France. Raymond Poulidor termine 3e. La prouesse des astronautes, ils la découvrent en différé, un brin dubitatif. C'est plus qu'impressionnant. Les images étaient d'une telle netteté et tout. Là, on se demande même si c'était la vérité. Mythe ou réalité, la conquête de la Lune a fasciné petits et grands esprits. Il est 20h16 à suivre dans un instant. Notre grand format est le rêve d'un jeune diabétique qui voulait escalader le Mont Blanc. Nous étions à ses côtés. Les marchés de l'été, une question sur un label. Comment peut-on être sûr que nous sommes bien en face de produits bio? Et puis le cinéma avec une semaine sur 2, film avec Mathilde Seigné qui sera avec nous. On parlera des blessures, de la séparation et des enfants ballottés entre papa et maman. Mais avant cela, un bol d'air et une belle histoire. Entre le mois de juin et le mois de septembre, c'est la période pour les passionnés d'escalade de se lancer à la conquête du Mont Blanc. Alexandre, 18 ans, en rêvait. Souffrant de diabète, il a voulu démontrer qu'il avait la capacité de relever ce défi à la conquête du Mont Blanc. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Nathalie Gallet, Sylvain Testor et Gaël Prouf. A tout de suite. Je m'appelle Alexandre, j'ai 18 ans. Je suis diabétique depuis que j'ai l'âge de 1 an, donc ça fait bientôt 17 ans. Faire le Mont Blanc, c'est un challenge que je me suis lancé depuis bientôt 1 an et que je suis déterminé à le faire et à accomplir. Son aventure, Alexandre ne l'entreprend pas seul. Gisèle, ex-sportif de haut niveau, organise l'expédition. Marc, pédiatre diabétologue, assure le suivi médical. Pierre et Maxent sont les 2 guides accompagnateurs. Ouais, comme ça, y a pas de... Première étape, le nid d'Aigle, 2400 mètres. De combien est-ce que je vais devoir diminuer la dose d'insuline pendant l'effort? Moi je pense qu'aujourd'hui on va monter en refuge, ce ne sera pas un effort très intense, peut-être de l'ordre de 40%. Le pancréas d'Alexandre ne fonctionne pas. Il doit s'injecter de l'insuline, c'est elle qui régule la quantité de sucre dans le sang. La norme, c'est 1 gramme par litre. J'ai ce petit appareil qu'on appelle une pompe à insuline. À l'intérieur il y a un réservoir insuline. Un petit piston envoie via ce petit tuyau l'insuline jusque dans mon corps. J'ai simplement appuyé sur un bouton pour diminuer l'intensité d'insuline en fonction de l'effort que je vais aborder. Diabète et sport sont compatibles. Alexandre a toujours été sportif et depuis 3 mois, il a intensifié ses entraînements. On a fait une préparation avec lui, on est déjà parti en montagne et je me suis rendu compte qu'il gérait très bien son diabète, qu'il faisait ce qu'il fallait, il surveille sa glycémie, il se fait les piqûres au bout du doigt, donc pour moi il n'y a aucun problème. Objectif, faire l'ascension en autonomie. Ah bah tiens, assieds-toi 5 minutes. Ouais, si tu veux regarder... Toutes les 2 heures, Alexandre vérifie son taux de glycémie. Un taux trop faible lui ferait perdre connaissance.
Un taux trop élevé, au-delà de 24 heures, aurait de graves conséquences. Pour le moment, tout va bien. Deuxième étape, le refuge de Tête-Rousse, à 3200 mètres. Lentilles, pâtes, viande ont fait le plein de sucre lent. Demain, 1650 mètres de dénivelé les attendent. Ça va, t'es en forme, Alexandre? Super, super forme. L'attaque pour demain. Ouais. On fait le programme vraiment tel que toutes les personnes qui sont dans le refuge, qui doivent faire probablement la même voie que nous demain, s'arrêtent au refuge et c'est vraiment, il n'y a aucune exception pour Alexandre. Place au rêve. Le Mont Blanc, quelle altitude déjà ? Depuis 300 ans, les scientifiques la calculent. La montagne aurait grandi de plus de 80 mètres. Aujourd'hui, les techniques GPS assurent une très bonne fiabilité. Pour Alexandre, ce sera 4810 mètres 90. 2 heures du matin. Les choses sérieuses commencent. Crampons, casque, piolet, encordage, sécurité maximale pour attaquer la paroi. Elle est pratiquement verticale. Ok, fais attention un peu au verglas. 600 mètres comme sur une échelle de cailloux. Alexandre prend de la hauteur, température moins 5 degrés. Passé une certaine altitude, la montagne se joue des saisons. J'essaie de le réchauffer l'appareil parce qu'il ne marche pas parce qu'il est trop froid. Son appareil de mesure est en panne. Alexandre doit maintenant se fier à sa connaissance de lui-même, de son corps, de ses besoins. Je sens bien, je vais manger un petit peu quand même. À ses côtés, Gisèle garde confiance. Si un jeune homme diabétique est capable de réaliser cette expérience à l'extrême, ça veut dire que tous les autres jeunes diabétiques dans leur vie courante peuvent pratiquer naturellement, normalement, une activité physique. Voilà 26 heures que le groupe est parti. Le temps se gâte. Seuls 2 cordées réussiront l'ascension ce jour-là. Ouais, ça y est. Bravo. C'est la réussite d'un objectif que je m'étais fixé déjà il y a un moment. Et je suis vraiment fier et vraiment heureux de d'avoir accompli. Cette neige, ce brouillard, ont la couleur du sucre que le corps d'Alexandre est incapable de gérer. Sur le toit de l'Europe, ils ont surtout le goût d'une victoire. Alexandre a surmonté sa maladie. Voilà pour ce grand format, notre carte postale d'été. Après les produits dans les grandes surfaces, désormais sur les marchés, on retrouve de plus en plus le label bio. Mais alors comment être sûr de ne pas être roulé dans la farine? Faut-il faire confiance aux étiquettes? Et ce label est-il surveillé? À Narbonne, reportage Aurélia Brault et Mathias Second. À peine une vingtaine d'étals. Le marché bio de Narbonne est encore tout petit. Si les prix y sont parfois un peu plus chers que dans un marché classique, depuis sa création en janvier, il a ses habitués. C'est un peu plus cher, mais c'est quand même un gage de qualité, de garantie pour l'alimentation, pour l'alimentation saine. Personnellement, je préfère manger moins, mais de meilleure qualité. Les marchés bio ont la cote. Il en pousse partout, mais est-on vraiment sûr de ce qu'on y achète? À Narbonne, comme dans beaucoup de villes, c'est la mairie qui organise ce marché. À elle donc de s'assurer que ses producteurs sont 100% bio. Je ne les place pas tant que je n'ai pas les certificats et les assurances au niveau de Ecocert ou agriculture biologique. Ecocert, Qualité France, Agrocert, plusieurs organismes délivrent ces licences que vous devez pouvoir consulter directement sur les étals. Bonjour madame. Serge Marquier, le volailler, a même monté une association avec la mairie pour que les commerçants se contrôlent les uns les autres. Faire la chasse aux faux produits bio pour éviter que le client doute. Si on veut que le marché dure, eh bien, il faut pérenniser le marché comme ça, en sécurisant au maximum les produits qui sont sur le marché. Pour nourrir ses poulets, ses pintades, Serge n'utilise plus aucun produit chimique depuis 12 ans, ni OGM, ni médicaments. Ras-le-bol du chimique, j'en avais marre et puis c'est autre chose, ça c'est une autre vie, c'est plus naturel. Des inspecteurs le contrôlent plusieurs fois par an pour vérifier qu'il respecte bien les règles de l'agriculture biologique, comme par exemple celle de l'espace. 10 poulets au mètre carré, donc 600 poulets par bâtiment. Et ici, une obligation d'avoir 4 mètres carrés par poulet. L'alimentation bio est aujourd'hui un marché porteur, 10% de croissance par an. De plus en plus d'agriculteurs choisissent de s'y convertir. Plusieurs questions de société maintenant. Et puis le cinéma ce samedi avec notre invité. Bonsoir Mathilde Seigné, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous n'êtes pas en vacances, tout va bien? Non, non. En promo, non. On va parler d'une semaine sur deux. Un mot d'abord. Pourquoi vous avez eu envie de faire ce film? Il y a plein de choses. Il y a le divorce, les enfants, la famille ballottée, moi, l'histoire. je trouve que c'est un sujet de société.
Des familles monoparentales. Oui, il y en a. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, des gens qui se séparent. Maintenant, on se sépare un petit peu... Trop facilement. Trop facilement, ouais. Eh ben, on va parler de tout ça, on va parler du film, de la fiction, reportage sur ces couples. Maintenant, d'abord, ces familles séparées, les enfants ballottés, et finalement cette question que l'on abordera, qui souffre le plus, les parents, les enfants, ou peut-être les deux? Reportage Juliette Guérin et Lorraine Christoflour. Une petite valise pour de longues vacances. Anthony, 11 ans, s'apprête à passer 2 mois avec son père à Perpignan. Qu'est-ce que tu emmènes? Il vit avec sa maman, mais toutes ses vacances et certains week-ends, il les passe avec son papa. Cela fait 8 ans que ça dure et pourtant... C'est toujours un déchirement, quoi. Au moment de partir, bon, pour lui, c'est plus un abusement. Gare de Lyon, grand départ. Il faut se séparer. Un moment finalement plus difficile pour la maman que pour son fils. Là, il est rentré rapidement, là, je le vois plus en plus. Là, c'est fini. J'ai l'habitude. Et même parfois, je trouve ça court. C'est parti pour 2 mois de vacances. Insouciance. Retrouvailles en famille. 2 mois, c'est beaucoup, mais pour un papa, ce n'est jamais assez. On ne peut pas faire autrement. Il y a la séparation, il faut respecter certaines choses, quoi. Mais je pense qu'il le vit bien. Et quand on est seul avec ses enfants, pas facile de trouver une solution pour les vacances. Divorcée depuis 4 ans, Aude Caouda a opté pour un village vacances. Seule avec 5 enfants, ce n'est pas ce qu'il y a de plus reposant. Il faut être le papa et la maman un petit peu, quoi. Il faut être sur tous les fronts, et c'est un petit peu difficile des fois. Ici, au moins un tiers des familles sont monoparentales, alors on s'entraide. Mais difficile d'échapper au regard des autres. Les enfants sont assez turbulents avec moi et comme je n'ai pas beaucoup d'autorité en tant que maman seule en fait, donc c'est vrai que je vois bien le regard des gens. On a eu des petites réflexions hier au restaurant, des choses comme ça, donc ouais, c'est très difficile à accepter. L'an dernier, plus de 130 000 couples ont divorcé. Alors pour des millions de petits Français, les vacances en alternance n'ont plus rien d'exceptionnel. Alors Mathilde Seigné, dans le film, il y a plusieurs dialogues aiguisés. Le divorce, c'est comme le mariage, il suffit de dire oui. Et puis, après 14 ans de mariage, et hop, quelques minutes devant un juge pour anéantir toute une famille. On va trop vite, on divorce trop vite, on se quitte trop vite. C'est un peu ça aujourd'hui? Oui, c'est un peu ça. En l'occurrence, ce n'est pas un film sur le divorce. C'est un film sur comment on gère après le divorce. Non, c'est important, c'est pas un film sur le divorce. Mais c'est comment on gère effectivement de reconstruire sa vie après la séparation, quand on a 2 enfants ou plusieurs enfants, de retrouver quelqu'un qui accepte les enfants. Enfin, c'est vrai que c'est tout un problème. Comment eux trouvent leur place dans cette histoire-là aussi? Comment eux trouvent leur place, comment les enfants souffrent, mais les parents aussi. Enfin, moi, je sais pas, ça m'est pas arrivé pour l'instant, j'espère que ça m'arrivera pas. Mais... Alors justement, après la réalité, on vient de voir le reportage, place à la fiction, qui n'est pas très éloignée de tout cela. Loin de là, vous allez le voir, Bernard Campan, Mathilde Seigné et des enfants formidables. On regarde à quoi ressemble une semaine sur 2 avec cet extrait, et on se retrouve juste après. Merde! Ah, c'est une catastrophe que les enfants nous aient revus ensemble. Hein. Ça va foutre un bordel dans leur tête, là. Bon, c'est ma faute. Hein. J'aurais pas dû venir. Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Moi aussi, je fais que des conneries. Je suis en train de rater ma vie. N'exagère pas non plus. Hein. J'exagère pas, je m'en sors pas. Je me retrouve encore toute seule comme une conne. J'ai été odieuse avec Jérôme. Je me suis servi de ce mec. Non mais t'as raison, faudrait me brûler. Ouais. Moi, je te rassure, avec les femmes, je fais pas mieux. Tu veux pas me prendre dans tes bras 2 secondes? Alors on rit dans ce film et puis on est parfois ému. On rit, c'est une comédie, mais c'est touchant. Mais finalement, on s'interroge toujours de savoir qui souffre le plus, les parents, les enfants, et dans le film on retrouve vraiment ça. Les deux. Les deux. Les deux. Non, c'est-à-dire que le film, il traite aussi des parents. Contrairement au très réussi LOL, c'était beaucoup les adolescents. Là, ça traite, ça parle aussi beaucoup des parents, et au fond, les parents ont beaucoup de mal à refaire leur vie. À retrouver une place? Bah non, à reconstruire une vie. C'est déjà dur de trouver l'âme sœur, mais une fois qu'on est séparés, il faut tout reconstruire. Et c'est difficile pour les autres qui rentrent aussi dans ces familles. Il y a une scène assez rigolote. Oui, avec Grégory de Rangère, voilà, qui se retrouve à table avec vos enfants dans le film. Oui, ça c'est très vrai. C'est vraiment un examen de passage. C'est ça, et puis ils ont pas envie.
tous les enfants du monde ont envie d'avoir leur papa et leur maman. Moi, je sais que j'aurais pas supporté que mes parents se séparent, par exemple. Donc voilà. Donc effectivement, le nouveau copain ou la nouvelle copine, c'est forcément une ou un ennemi. Et pour les adolescentes également, c'est parfois compliqué effectivement de voir une sorte de nouveau papa qui vient là-dedans. Et puis il y a aussi des problèmes avec la maman, avec vous, votre fille. Difficile à l'adolescence de voir ce conflit qui apparaît quand même. Oui, bah déjà toutes les adolescents... Enfin, même dans un couple. Voilà, l'adolescente ou l'adolescent, il est déjà difficile et c'est compliqué dans sa tête déjà avec ses deux parents, mais alors si en plus les parents sont séparés, alors là c'est une... Et on remarque souvent que la maman de la copine est beaucoup plus cool que sa vraie maman, c'est ça qu'on entend. Oui, c'est ça souvent. Bon, enfin, il se rassure comme ça, ouais. Alors on rit, puis il y a beaucoup d'émotions avec une jolie scène. Oui, on rit, c'est une comédie, c'est pas du tout un film dramatique, mais moi j'aime beaucoup ce film parce que c'est très... Il y a beaucoup d'émotions. C'est un film qui a beaucoup d'émotions. Très jolie scène le soir de Noël, quand votre fils joue au piano et que vous êtes sur cette petite péniche. Ouais. Et puis moi j'aime... Je dis ce que je pense et ce que je ressens, j'aime beaucoup ce rôle. Voilà, j'aime beaucoup ce rôle de maman, j'en ai pas joué beaucoup. Et voilà, j'étais contente de le jouer en plus maintenant que je suis moi-même maman, donc voilà. On vous retrouvera également dans Camping 2, c'est ça? C'est déjà parti? Oui, enfin ça c'est pas encore tourné. Ce sera pour dans... Je chausse mes tongs. Voilà. J'y vais. Mais beaucoup de films bientôt à l'affiche. Oui, il y a le film de Claude Berry aussi avec Alain Chabat. Merci beaucoup Mathilde Seigné. Et puis on suivra ça bien évidemment cette semaine. Une semaine sur deux, ça sort mercredi. Merci à vous. L'athlétisme maintenant avec le meeting de Saint-Denis hier soir au Stade de France en dépit de conditions météo assez catastrophiques. Le roi du 100 mètres, le Jamaïcain Usain Bolt, a réalisé une très belle performance. 9 secondes 79 centièmes, son meilleur temps de la saison. C'est pas mal. Avant de se quitter, on revient sur l'une des informations de ce samedi. C'est la mort de 3 jeunes femmes âgées de 16 à 40 ans et la disparition d'un jeune garçon de 15 ans aujourd'hui à Trouville, dans le Calvados. Tous victimes d'une noyade. On retrouve sur place Hakim Abdelkalek en direct de Trouville. Bonsoir Hakim. On a vraiment du mal à comprendre comment les choses se sont déroulées pour arriver à un tel drame. Oui, bonsoir Laurent. Alors donc vous le disiez, 3 femmes sont mortes et un adolescent est toujours porté disparu. À l'heure actuelle, 3 bateaux de la Société nationale des sauveteurs en mer sont toujours dans l'eau à la recherche de ce corps. Et il y a quelques minutes encore, un hélicoptère survolait la zone afin d'appuyer ces recherches. Alors c'est une baignade qui a eu lieu vers 16 h dans une zone non surveillée. La mer était assez remontée toute la journée, il a fait assez mauvais sur Trouville, mais on n'a pas plus d'explications. Alors les 3 femmes faisaient partie du même groupe, d'un groupe venu de l'église évangélique du Corps de Christ de Romainville en Île-de-France. À l'heure actuelle, tout le groupe est réuni dans une salle municipale à Trouville. Ils sont assistés de médecins et de psychologues, car vous l'imaginez, tout le groupe est très choqué. Merci beaucoup Hakim. Merci Mathilde Seigné. À très bientôt. C'est la fin de ce journal. Merci à vous en tout cas de l'avoir suivi. Dans quelques instants, comme chaque samedi durant l'été, les 20 ans de Fort Boyard. Juste avant cela, la météo, Isabelle Martinet. Excellente soirée à vous et à demain pour toute l'actualité dès 13 h. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.